Pour commencer déjà, un petite parenthèse sur le pourquoi de tout ça, de la nécessité de faire une bonne stratégie éditoriale, c'est qu'il y a une concurrence de l'attention qui ne nous a pas échappé et est devenue de plus en plus importante. La technologie a multiplié les médias aujourd'hui, on le voit, on consomme simultanément plein de choses à la fois, l'illustration en atteste, la télé, l'ordinateur, le mobile, etc. La numérisation a fait exploser les contenus, l'offre de contenu a littéralement explosé, qu'il s'agisse de satellites, de câbles, de TNT, de chaînes YouTube, etc. Ça aussi, ça ne nous a pas échappé. Et si effectivement je pourrais faire un peu une synthèse de ce que vient de faire mon prédécesseur avec la multiplication des messages simultanés qui arrivent chaque jour, il y a 822 000 sites web qui sont créés, alors sites web au sens large, hein, notamment les fameux Tumblr, plus de 144 milliards d'emails envoyés, 500 millions de billets WordPress publiés, etc. Bon, il y a une avalanche, on est littéralement submergé sous les contenus, et ça devient important aujourd'hui d'émerger, on va le voir. La révolution 2.0 a donc évidemment démocratisé la parole, donc tout le monde peut s'exprimer aujourd'hui via les blogs, Facebook, Twitter, YouTube, c'est très bien, mais ça concurrence encore une fois l'attention. Et enfin la révolution mobile qui a rendu cette communication permanente, ce à quoi s'ajoute bien sûr la publicité qui est omniprésente. Alors la conséquence de tout ça, c'est évidemment qu'il y a cette fameuse concurrence de l'attention. Petite capture d'écran qui nous a probablement, dans laquelle, qui vous rappelle un peu votre vie quotidienne, c'est toutes les alertes qu'on reçoit sur son mobile, et là on ne parle que de mobile. Donc aujourd'hui, intéresser les lecteurs, c'est comme essayer de parler aux automobilistes sur le bord de l'autoroute. J'ai un truc à te dire trop tard. Donc voilà, il va falloir être très efficace et essayer d'aller droit au but et surtout d'apporter cette fameuse valeur sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le refaire, ça ? J'ai un truc à dire. Voilà. Donc bâtir une stratégie éditoriale est devenu incontournable pour avoir une petite chance d'émerger. Alors, je vais aller assez rapide. Je vais essayer de décliner cette fameuse stratégie éditoriale en 5 points, parce que j'ai une contrainte de temps assez forte. Donc, la première chose, c'est déjà de choisir et connaître sa cible. C'est important de savoir à qui on souhaite s'adresser en priorité. En priorité, c'est que si on veut s'adresser à tous, on n'a aucune chance que ça fonctionne, on risque finalement de plaire à personne. Et surtout de parler à personne. Donc, ça veut dire déterminer une cible qui va être plus ou moins large, mais une cible qui est pertinente par rapport à ce qu'on va raconter. Donc des jeunes actifs de 25-35 ans, des étudiants, des ados de 13-17 ans, des seniors actifs de plus de 50 ans. Voilà, ça, ce sont des cibles qui sont cohérentes. Et ce qu'on ne fera pas, c'est de faire des cibles qui sont floues, qui touchent des publics très différents. Hein. Hommes et femmes urbains de 18-45 ans, je veux dire là, on touche à des publics qui sont trop différents. Il va falloir vraiment faire attention à son cœur de cible. C'est souvent une erreur qu'on constate quand on lit les briefs. On voit, en fait, en réalité, je voudrais parler à tout le monde. Oui, mais c'est qui ton cœur de cible ? Donc, il faudra ensuite apprendre à bien le connaître, ce public, cette cible de destination. Donc, ça veut dire passer par les fameuses études d'audience de type CSP et compagnie, et qui permettra, au final, d'apporter le bon contenu au bon public. Évidemment, on ne parle pas de la même façon quand on s'adresse au public de Chanel qu'à celui d'Oasis. Donc voilà, même si, bien entendu, vouloir parler à un public en particulier ne veut pas dire qu'on va s'adresser qu'à celui-ci. Bien entendu que nous ne sommes pas tous faits sous le même moule et qu'on peut être à la fois un senior et adorer les pubs Oasis. D'ailleurs, c'est ce qui se produit en fait, en voulant toucher justement un public un peu plus jeune, on va aller séduire d'autres publics qui vont se raccrocher à celui-ci. La deuxième contrainte, c'est de connaître le marché et la concurrence. Donc ça, c'est ni plus ni moins que de bonnes pratiques d'analyse de stratégie en général, hein, marketing. Donc quel est l'état du marché cible et les perspectives de développement ? Ça veut dire qu'il va falloir passer par des études, des chiffres, des tendances. Quelles sont les forces en présence et les positionnements des concurrents ? Donc là, on va faire appel à des benchmarks, des mappings positionnels. Et comment notre marque va-t-elle pouvoir s'insérer dans cet environnement ? Donc là encore, on retrouve les fameuses études de ciblage et les fameux benchmarks produits où là, on va analyser point par point quelles sont les fonctionnalités des sites des concurrents, quelle est l'offre, comment s'expriment nos concurrents. Donc le benchmark contenu, c'est un point clé pour essayer de comprendre quelle est l'offre des concurrents. Donc ça veut dire effectivement être capable de dire le concurrent offre des fonctionnalités de type vidéo, est-ce que mon site offre des fonctionnalités de partage, de quelle manière, dans quelle proportion. Donc quels sont les contenus et services proposés, quel est le ton également employé par les concurrents et quelle est la fréquence d'actualisation de ces concurrents.
Donc évidemment, là, 3 exemples typiques sur la même thématique du voyage, qu'il s'agisse de l'Inigo ou de... C'est quoi les 2 autres? J'arrive même pas à lire. Evokers et compagnie. Donc voilà, effectivement, là, on a des façons de s'exprimer qui vont être différentes et un ton qui va être différent parce que le public visé sera différent. Tout ça pour aboutir à la définition de la proposition éditoriale. Et évidemment, ce qu'on ne fera pas, c'est de faire des contenus qui sont centrés sur la marque. C'est souvent quelque chose qui fait défaut. L'internaute se moque de votre marque, il n'en a rien à faire. Ce qui l'intéresse, c'est quel est le service qu'on lui rend. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Parler de ce qu'on a fait, se mettre en avant, de dire c'est bien, regardez, on a été reçu lauréat au 3e concours international de la bonne boîte, ça ne fonctionne pas. En quoi mon offre éditoriale va-t-elle non seulement se distinguer de la concurrence, mais aussi, et surtout, je dirais, apporter un service nouveau? Qu'est-ce que j'apporte à mon lecteur? Et c'est une question essentielle qu'on se pose dans la presse et dans les médias, mais que doivent se poser également les marques qui veulent s'adresser aux lecteurs. Alors qu'est-ce que j'apporte? C'est quoi? Du plaisir, de l'émotion, des infos pratiques, de l'attention, du lien social, des avantages concrets, des cadeaux, des réductions, des produits exclusifs. Quoi qu'il en soit, il faut se poser la question de qu'est-ce que j'apporte. Le simple fait de proposer un lieu où les gens vont pouvoir partager, s'exprimer, comme Oasis, c'est du lien social. C'est très important et c'est ça qui crée de la valeur. Par contre, de quelle manière on va être le plus optimal dans cette création de valeur, c'est la question que se sont vraiment bien posées les gens d'Oasis et qui a fait qu'ils ont misé toute leur communication sur l'humour. Un humour déjanté, un humour décalé et des moyens visuels décapants pour vraiment émerger de la concurrence. Donc à partir du moment où on a choisi un positionnement, on y met tous les moyens possibles pour avoir une petite chance d'émerger. On ne veut pas être à la fois bon sur tous ces tableaux-là, à la fois sur des services pratiques, à la fois sur de la socialisation. Alors, on peut viser un peu tout ça, mais à un moment donné, il faut quand même faire un choix de quelle est ma valeur principale. Donc choisir une dominante, c'est choisir une personnalité. C'est le fameux Unique Selling Proposition que vous connaissez dans les écoles de marketing. Quel est mon message principal? Quelle est la valeur principale que je veux créer? Et dans les médias, on parle de message principal. Quel est le message principal que je véhicule? C'est la même chose. En réalité, communiquer pour les marques ou communiquer pour des médias, c'est à peu près la même chose. C'est être efficace dans son message. Alors, faire ce travail en amont permettra de créer des contenus donc, qui vont être en phase avec l'image de la marque, qui vont être cohérents sur l'ensemble des plateformes sociales, c'est ça aussi, et qui vont donc renforcer globalement l'impact de la communication. Donc là, je parle évidemment vraiment une campagne absolument remarquable, celle d'Oasis, qui à la fois conjugue une même communication télé sur les réseaux sociaux et sur ces différentes plateformes en ligne. C'est vraiment un cas d'école. C'est pas pour rien qu'il y a 3 millions de likes. Il y a vraiment une bonne affinité à la fois sur, bien sûr, sur le plaisir qui est créé via Oasis, c'est le plaisir de l'humour, mais c'est aussi le plaisir d'échanger autour de cet humour et donc de devenir soi-même un petit peu drôle. Il y a tout ça qui est mis en scène sur la plateforme Facebook et très bien mis en scène. Le contre-exemple, si vous voulez, c'est plutôt le positionnement de Perrier qui est plus flou et qui repose sur la mise en ligne des pubs et photos de la marque et qui est plus une mise en scène de sa propre vertu, pas celle de l'internaute. L'autocélébration via le regard d'autrui, c'est un service rendu qui est faible pour l'utilisateur. Alors la différence d'Oasis qui non seulement fait plaisir, donne des choses intéressantes et drôles, mais surtout qui rend les gens drôles eux-mêmes, parce que les gens peuvent ensuite rebondir sur l'humour qu'on leur propose. Alors la quatrième étape, c'est la scénarisation, c'est les formats. C'est quels sont les formats que je vais pouvoir mettre en avant pour remplir mes différents objectifs de communication et donc de mes objectifs de plaisir, de service pratique, etc., ceux que j'aurais choisis. Quelle sera la meilleure forme adaptée à chaque propos? Et c'est vraiment le propos qui détermine toujours le format. Il faut éviter de te poser la question dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse de la vidéo parce que c'est bien. Les internautes adorent la vidéo. Oui, ça dépend ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on raconte? Si c'est pour faire un tutoriel, un pas à pas, pourquoi pas? La vidéo, si on a vraiment quelque chose qui est bien mis en scène, c'est le cas de Marmiton, qui fait des très très bons tutoriels vidéo.
Par contre, pour raconter un reportage sans avoir les images de ce qu'on raconte, ça n'a pas d'intérêt. Le plateau télé, par exemple, en 6 minutes en web, ça ne fonctionne pas, ça n'intéresse personne. Donc quel est le propos, quel est le format le plus adapté à notre propos? C'est la question qu'il faudra vraiment se poser. Et après, essayer d'être un peu créatif sur les formats qu'on proposera. Donc là, j'en propose quelques-uns, le sujet de curiosité, de culture générale. Ça, c'est des choses qui vont être intéressantes pour apporter de la valeur, je dirais, de sens pour le lecteur. La curation, qui est un service également très important de je vais chercher, dénicher pour toi les meilleurs contenus et te les apporter sur un plateau, ou les traduire tout simplement. Ça, c'est aussi un service au lecteur. Les infographies qui permettent, dans cette société encore, comme on a vu, de concurrence de l'attention, d'apporter un service d'explication rapide, efficace, synthétique. Et enfin, il y a de multiples formats, la liste n'est pas exhaustive bien entendu ici, les sondages, les quiz, les tests, enfin voilà, tout ce qui va permettre l'interaction avec le lecteur, éventuellement, pour ce qui concerne les quiz, de permettre au lecteur de mieux se connaître. Voilà, tout ça, c'est ensuite comment on le met en scène, quelle va être la scénarisation, qu'est-ce que j'apporte comme... de quelle manière je mets ça en scène. Si c'est pour le faire mal, il vaut mieux renoncer. Et enfin, se pose la question, le 5e point, celle de la qualité versus le rendement et le process. Et ça va dépendre des moyens qu'on va engager. Donc on reprend la question des moyens. Quels sont les moyens en termes de financiers, bien sûr, et de temps? Quels sont les moyens qu'on se laisse pour arriver à nos objectifs? Ça va dépendre du nombre de journalistes, de rédacteurs, ça va dépendre de leur qualité, de leur expérience. On ne peut pas demander la même chose à un journaliste chevronné qu'à un journaliste débutant. Donc ça va dépendre aussi des moyens pour la vidéo, par exemple, qu'on se laisse pour dérocher, du temps qu'on se laisse pour faire la sélection des images, etc., etc. Il faut prendre en compte tout ça quand on met en place une stratégie éditoriale, parce que sinon, on arrive à des produits de faible qualité ou des produits qui ne rencontrent pas le succès qu'on espérait. Dire, ah, mais cette vidéo elle était pourtant super, oui, mais la qualité était moyenne, il y avait des moments qui n'étaient pas assez dynamiques, les images étaient floues ou au contraire trop longs, voilà. Ça, c'est très important. Et ça nous permettra, et ensuite, bien entendu, il y a le quoi faire, et puis après, il y a le comment faire, et donc la définition des process. Quels vont être les horaires de travail? Est-ce qu'on va travailler le week-end? Si on a pour objectif, par exemple, de faire un quotidien, on ne peut pas s'arrêter le week-end. Le quotidien, c'est tous les jours. Donc là, encore une fois, est-ce qu'on travaille le week-end? De quelle manière? Qui gère la homepage? Quelles sont les règles d'editing? Qui mettra en scène, à jour l'agenda événementiel? Et quels seront les outils collaboratifs qui vont être employés? Et voilà, et je terminerai là-dessus, il vaut mieux ne rien faire que faire mal. Et là, effectivement, on a des exemples, malheureusement, avec les LibDub ratés, que ce soit de l'UMP ou, en l'occurrence, de Auchan, qui nous montrent que c'est pas parce qu'on a une bonne intention que ça peut fonctionner. Il faut vraiment calibrer son message, son produit, et le délivrer de bonne manière. Je vous remercie.